Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle conférence en direct du Replay Festival. Je suis très heureux d'aujourd'hui accueillir le studio Pillet avec Mickaël. Salut Mickaël. Salut, ça va? Nous avons Ambre. Bonjour, ça va? Et nous avons JP. Salut à toi. Ça va, je suis super content de vous recevoir parce qu'aujourd'hui vous allez nous parler du dernier jeu qui va sortir du studio. Exatron ou Exatron? Exatron Quest. Exatron Quest. Exatron Quest, le troisième opus, du coup. Donc je vous laisse faire votre petite introduction, et ensuite vous aurez droit à la vidéo, et ensuite on passera à l'entrevue. Tout à fait. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je vais essayer d'être bref. Je vais vous parler très rapidement un petit peu de l'histoire d'Exatron Quest, qui est le troisième volet. Alors, le studio Pillet, nous sommes 5, donc là on est juste 3 représentants, sachant qu'on a tous des rôles différents. Le programmeur unique, c'est Mickaël, donc il vous en parlera. Et en fait, Exatron, c'est une histoire qui a débuté en 2008, avec l'écriture, avec toute la gestation d'un projet qui a été prévu pour une trilogie, avec la sortie du premier, du deuxième, donc qui s'étale depuis 2012. Donc 2 jeux finis. Et là, aujourd'hui, on va vous présenter Exatron Quest 3, qui est un JRPG très inspiré fin années 80, début années 90, sur les Wild Arms, sur les Final Fantasy, sur les Dragon Quest, donc vraiment du pur RPG avec tous les codes qui vont bien. Sauf que pour celui-ci, il y a une grosse différence, c'est que c'est le premier qui est en 3D. Les autres étaient en 2D, là maintenant on a la caméra libre. Vous allez voir, on a la vue subjective, on essaie de faire des choses un petit peu différentes. Parce que Mickaël, ce qu'il a voulu faire, c'est prendre tout ce qui est rétro, prendre le meilleur du rétro, tout en intégrant des choses très modernes. Vous verrez, il y a un côté Minecraft, il y a beaucoup de choses, mais en gardant la propre identité. Je vais essayer de pas en dire plus, parce que sinon je vais un petit peu m'enflammer. Là, on va vous présenter une vidéo de 4 minutes. Alors, ce qui va être cool, parce que globalement, moi je suis son bêta-testeur, Mickaël. Donc c'est-à-dire c'est moi qui râle quand il y a des bugs, quand c'est pas assez équilibré, tout ça. Donc je me fais râler dessus aussi, et ça marche très bien. Et là, la vidéo que vous allez découvrir, et on a tenu à ce que ça fonctionne comme ça, il n'y a que Mickaël qui la connaît. Même moi je la découvre également. Donc, je sais pas. C'est ma en fille. tout cas, voilà, moi je la connais pas. Et donc on va vous montrer tout ça, et après, Mickaël va un petit peu développer son travail en tant que programmateur. Il y a Ambre, puisque c'est une affaire d'amis et familiale, Studio Pillet. C'est-à-dire qu'il y a 3 membres de la famille, hein, donc tu as Ambre. On a Laure qui n'est pas là, qui tient le stand, donc qui est l'épouse de Mickaël. Et puis il y a Isa et moi qui sommes des amis là-dessus. Bref, je vais arrêter de m'enflammer. On vous présente la vidéo et après, on développe tout ça. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Ouais, non, mais moi je me baigne. 10 années après la défaite du roi des démons, l'épée d'Exatron fut rebaptisée Kingslayer, en mémoire des héros d'Exatronia. Pour protéger son pouvoir béni par la déesse, elle fut confiée au roi des éléments, le temps que le prince Ernest soit digne de la porter, afin d'accomplir sa destinée. Originaire de Coconuts, vous êtes sur le point de passer votre épreuve de gardien et grand protecteur d'Exatron. Glabber, votre mentor, vous enseigne une dernière leçon. Perturbé par une étrange vision, votre entraînement débute en ayant l'impression d'avoir le destin du monde entre vos mains.
Merci beaucoup en tout cas. Je vais me permettre de joindre à vous pour faire la petite entrevue. Alors j'ai pris quelques notes justement, quelques petites questions à vous poser. Déjà, alors comme on en a parlé tout à l'heure, est-ce que tu pourrais d'abord nous parler de ton parcours, de comment tu en es arrivé jusqu'ici en fait? Oui, bien sûr. Le truc, c'est qu'il faut d'abord penser que j'ai commencé dans les années 80. J'avais à peu près 12 ans quand j'ai acheté un premier ordinateur, un CPC 464 Amstrad. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Et donc à cassette, donc avec des magazines de programmation. C'est là-dessus que j'ai commencé mes premiers jeux. J'ai réussi à réaliser complètement un jeu, un casse-briques en... Bon, bien sûr, c'est en monochrome, c'était hyper vieux, mais j'étais hyper content d'avoir réussi. Ça, je vais la faire courte parce qu'il y a tellement d'années. Hein. Donc là-dessus, ça m'a conforté dans ma passion, de vouloir réussir dans ce domaine. Vous voyez, je suis encore là maintenant, malgré tout. J'ai fait des formations personnellement, parce que vu que je n'ai pas fait d'école officiellement dans ce domaine, donc j'ai toujours fait tout en tant qu'autodidacte. J'ai vraiment travaillé moi-même. J'ai fait des formations en programmation par des écoles, on va dire en ligne. Formation en programmation C et C++ Borland. Et récemment, en Unity. Voilà. En gros, ça. Ok, et donc l'aventure Hexatron Quest, parce que là du coup on sait que c'est le 3e opus. Oui. Le premier, il était sorti quand exactement? J'ai conçu et réalisé donc Hexatron Quest 1 et 2, plus ou moins dans la même foulée en 2008. N'ayant pas, vous avez compris, beaucoup de formations dans la programmation ou dans l'art graphique, on va dire, hein, tout ça. J'ai utilisé des petits logiciels beaucoup plus simples à utiliser, mais l'écriture, le scriptage, tout c'est moi qui ai créé, donc en 2008. Ouais. Et donc les deux premiers étaient en 2D, si j'ai bien compris. Le troisième est en 3D. Pourquoi avoir choisi la 3D? Est-ce que c'est plus un défi technique ou est-ce que c'est une envie d'évoluer dans faire évoluer le jeu? Pourquoi la 3D? Dans les deux cas, c'est-à-dire que je voulais moi-même me prouver que j'étais capable de faire quelque chose, en même temps Unity me permettant d'exporter plus facilement sur console mon jeu, que c'est un peu le but final que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de l'exporter sur console. C'était vraiment un défi technique aussi, c'est vraiment tout ça en fait. C'était un tout, voilà, j'avais envie de faire. Et du coup, vas-y, si tu veux ajouter quelque chose, vas-y. Un petit ajout, c'est que ça a été aussi une grande discussion qu'on a eue, parce que c'est vrai que ça a commencé, il y a eu des phases que tu m'as montrées en 2D, en 3D, ça ne fonctionnait pas au début, hein. Et là, ça progressait, et c'est pour ça qu'à un moment, on s'est dit, bon, voilà, tu vas pas rester sur tes acquis, on va partir sur autre chose, on va partir sur de la 3D, c'est comme ils disent, c'est un défi, ça va être compliqué, et pour finir, ça commence à prendre forme. Donc, mais c'était des grandes discussions pendant plusieurs mois, ouais. Même pas des soirs. Ouais, des soirs entiers. Et est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions dans cet épisode-là? Est-ce que par exemple, au niveau du gameplay, on est toujours resté dans la même base ou est-ce qu'il y a eu de l'évolution? C'est vrai que j'ai senti beaucoup d'inspiration en voyant les images, l'inspiration de Dragon Quest, Final Fantasy. L'univers m'a fait un peu penser à Minecraft. J'ai un peu l'impression, après vous me direz si je me trompe ou pas, mais j'ai vu un peu du Pokémon avec les créatures et tout. Leur nom. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a eu aussi des défis au niveau des changements de gameplay de ce côté-là pour ce 3e opus? Alors déjà, oui, bon, vous avez compris pour beaucoup, je pense. Mon inspiration, bien sûr, date des années 80, donc par conséquent jusqu'à les années 2000, jusqu'à Final Fantasy VII. Je précise que c'est mon jeu de cœur. FF7, c'est vraiment pour moi ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, parce que déjà les caméras, la manière même les combats. C'est plus difficile de gérer un combat, mais c'était fabuleux de se dire que voilà, j'ai réussi à arriver à ce niveau-là parce que j'ai fait plusieurs essais. Il faut bien comprendre que rien que pour les caméras, dire la vision qu'on a dans le jeu, les combats, j'ai essayé de tous les côtés, comme
devant, derrière. Enfin, c'était sûr de fou. Je me suis pris la tête. Oui, je peux beaucoup de cheveux, c'est pour ça. Mais voilà, c'est vraiment pour cette raison. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu améliorer tout ça. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'évolutions techniques aussi, hein. Graphique, tout ça, scénaristique. Parce que depuis le 1, j'ai encore travaillé sur mes scénarios, j'ai encore travaillé sur les histoires. Évidemment, chaque jour et chaque année passant, mes influences sur les jeux comme Pokémon, comme Zelda, comme, je précise aussi, Mystic Quest, Secret of Mana. Parce que dans le jeu, à un moment donné, il y a une zone qui s'appelle la forêt oubliée. Et je ne sais pas si c'est qu'il y a des joueurs de Secret of Mana, mais à un moment donné, il y a une zone où il y a une forêt, elle est toute verte. Après, on passe à l'automne, à l'été et on finit en hiver. Eh ben, j'ai fait cette zone-là en pensant clairement à Secret of Mana, qui est un de mes jeux références, avec Golden Sun, avec Zelda, bien sûr, ça c'est déjà dit, Final Fantasy, évidemment, bah, ouais. Et puis Dragon Quest et tout ça, toutes ces zones-là. Et Pokémon, bah, d'ailleurs, il y a des easter eggs, il y a un easter egg particulier, que j'aime bien mettre des fameux easter eggs, des choses cachées, des endroits cachés. Et donc, à un moment donné, si vous avez la chance de trouver cette arme, il y a une sorte de seringue, et je l'ai marqué en souvenir de la comment on dit, l'infirmière Joël, voilà. Ah oui. Voilà. Et donc c'est une arme spéciale, c'est une seringue simplement. C'est un coup de cœur, c'est pour rigoler. Il y a aussi un sabre laser, il y a vraiment plein de trucs comme ça. Ouais, j'aime tout mon univers est dedans, quoi. Oui, il y a vraiment un melting pot culturel où on peut retrouver des références là-dessus. C'est ça. Et tu parlais du scénario justement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire d'Hexatron Quest au niveau du scénario, de l'histoire, de quoi ça parle en fait? Alors, je vais essayer de faire court, parce que moi je suis un grand passionné, un grand malade d'ailleurs là-dedans. Et on dit pas trop. On n'est pas trop. Alors, grosso modo, j'ai commencé à penser à Hexatron Quest. Le 1, peu importe sur le support qui a été porté, c'est vraiment le 1, c'est le maître aventurier. Vous avez, comme beaucoup de RPG, vous baladez, vous choisissez votre classe, etc. etc. Et l'aventure nous emmène au prince Ernest, et on se rend compte que le fameux prince Ernest a été blessé. On ne sait pas pourquoi au début. On va chercher de quoi le soigner. On parcourt un peu le monde d'Hexatron. Hexatron étant la planète, hein, c'est le terme Hexatron. La quête de l'Hexatron, en fait, Hexatron, c'est la planète. On va récupérer de quoi le soigner. On le ramène à son père, le roi, et à ce moment-là, il se fait tuer par le sbire du roi des démons. Donc, ça devient une vengeance. Ernest nous rejoint dans l'équipe pour aller venger son père. On a tué là je passe du 2 vite fait rapidement au 2, on a tué le roi des démons et l'épée est restée plantée sur le sol parce que j'estime moi que les démons ne sont pas vraiment tuables. C'est des démons après tout. Et donc l'épée elle bloque son pouvoir, elle évite de revenir en vie. Dans le 2, au même endroit, donc 5 ans après dans l'histoire, un aventurier se fait berner par Morgana la magicienne. Bon, il y a des références dans beaucoup de choses, vous avez compris. Et l'aventurier retire l'épée, car il pense que ça va l'aider à accomplir sa destinée. Mais en fait, il se fait avoir par cette femme, et le roi des démons revit. Donc, l'épée, étant donné qu'elle était plongée dans le corps du roi des démons, est devenue souillée. Donc, on doit la purifier. Et donc, l'épisode 2 s'appelle l'épée de sang. Donc, on va parcourir tout l'Hexatron encore une fois. Mais ce coup-ci, on a d'autres monstres, d'autres ennemis qui vont protéger des artefacts, qui vont permettre de purifier l'épée, et afin de vaincre définitivement cette fois le roi des démons. Mais Ernest n'a toujours pas accepté sa destinée de prince, car du coup, comme son père est mort, il a devenir roi. Mais il n'a pas voulu ça. Il préfère partir et loin, partir s'éloigner. Et le 3, le destin du prince, donc le 3, là par contre c'est différent. On apprend que le prince a décidé enfin d'accepter son histoire, sa vie de futur roi. Mais pour cela, il doit accomplir une épreuve et réunir les peuples, les ogres, les dragons, tout ça, vous avez compris. Mais évidemment, il y a une trame là-dedans, c'est qu'un ennemi caché, qu'on ne peut pas vous dire que ça serait trop spoil le 3, ça serait en fait, il y a un ennemi qui va vous mettre tout ce qu'il peut comme bâton dans les roues pour réussir cette quête et de réunir le peuple afin d'accéder au trône. Voilà, tout simplement. Voilà. Oui, ça c'est là. Il y en a assez. Ok. Et j'ai vu que du coup il y avait deux personnages principaux.
Est-ce que, comme dans certains types de RPG, d'autres personnes vont se joindre à l'aventure et donc une équipe à gérer? Ou est-ce qu'ils seront toujours deux dans l'aventure? Non, non, non. D'abord, le Zach est le personnage principal du jeu. Il n'y en a qu'un seul. Et on rencontre Lisa, la soigneuse, dans un des donjons. Vu que c'est une soigneuse, elle a du mal à... sa destinée est de devenir grande prêtresse des Tatrons, soigneuse. Mais pour ça, il faut qu'elle réalise une épreuve. Et donc, Zach va la rencontrer à un moment donné dans le jeu. Il va l'aider à accomplir son destin et elle nous restera pour nous aider. On va aussi rencontrer plusieurs personnages qui vont nous rejoindre, dont Glaber et le fameux prince Ernest, évidemment. Et il y a aussi des personnages cachés, débloquables. Il y a beaucoup d'objets cachés, il y a des quêtes secondaires, des objets à collecter afin aussi d'obtenir des objets encore plus rares. Il y a aussi différents trucs comme les armes. Le jeu est basé, au lieu de choisir sa classe comme beaucoup, on ne choisit pas la classe, on choisit la voie de l'arme. L'arme, je l'ai appelée l'arme XP, a une sorte de mécanisme. En gros, vous allez trouver sur les boss des matériels qu'on appelle l'XP, comme tout bêtement, comme vous savez, l'XP dans les jeux vidéo. Sauf que là, c'est une sorte de matériau. Et quand on en accumule assez, on va voir la forge XP de la voie de l'arme. Et cette épée, cette bâton, cette masse ou ce qu'on veut, va évoluer. Et donc, vous donnez plus de pouvoir encore. En plus de l'expérience gagnée pour EP, on va aussi devoir garder des éléments pour EP l'arme et donc être de plus en plus fort. Et donc, c'est ça un peu qui va différencier mon jeu des jeux habituels. Oui, Tu veux ajouter quelque chose, justement? Non, Si, si. bah oui, mais ça différencie beaucoup parce que en fait, son jeu, c'est un mélange de beaucoup de choses et même moi, je suis née là-dedans. Et il y a plein de références qu'il m'a données et franchement, c'est un jeu que je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu plus de ma génération et un peu plus de la sienne et ça mélange beaucoup de générations et franchement, c'est bien, voilà. C'est ça, c'est comme tu disais, c'est une histoire de famille et d'amis, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui participent à ce projet. C'est très intéressant, l'évolution des armes. Ça me fait penser à Onimusha. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est comme jeu. C'est un jeu où, effectivement, on incarne un guerrier qui possède des armes, et les armes peuvent évoluer et être évoluer et être plus puissante. On peut garder notre même arme et la faire évoluer en plus du personnage. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à ça. Donc il y a énormément de références et c'est vrai que le jeu est assez complet. Est-ce que, petite question au niveau des personnalisations, est-ce que par exemple les personnages ont des tenues qu'on peut personnaliser ou est-ce qu'ils ont un équipement qui évolue au fil du temps? Alors, c'est très difficile pour moi d'avoir pu mettre tout ça en place. Donc, ce qui évolue réellement, c'est les armes et le bouclier. D'accord. Ce qui donne un petit peu de personnalisation quand même. L'attaque et la défense, donc. Oui, déjà. Et donc, en fait, il y a beaucoup de boucliers différents. On peut bien sûr ajouter de l'équipement différent. Je parle du skin. Des personnages ne vont pas forcément changer sur le coup, sauf l'arme et le bouclier. Mais par contre, vous allez trouver quand même les classiques, les codes de maille, les casques, tout ça. Il y a vraiment tout dans le jeu, sauf que ça ne va pas forcément apparaître ce personnage. C'est beaucoup plus compliqué encore de programmer tout ça. Vous imaginez, il faut un modèle pour chacun. Enfin bref. Voilà. Mais dans l'absolu, oui, il y a plein d'équipements différents qui vont vous donner des stats, des boosts de stats et même des armes assez rigolotes comme la massue en forme d'os. Il y a plein de trucs comme ça, il y a même un balai, il y a un peu de tout. Non, c'est rigolo, il y a vraiment plein de trucs rigolos comme ça qui permettent d'avoir du fun, quoi. Par contre, comme vous l'avez dit, les armes et les boucliers sont visibles lors du jeu, donc c'est marrant quoi, de pouvoir combattre avec ce genre d'armes. Voilà. Et au niveau des musiques, parce que je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, est-ce que vous avez toujours eu le même compositeur? Est-ce que, comment ça s'est passé pour la conception de la musique du jeu? J'ai la chance d'avoir des amis qui sont musiciens. Le groupe Chaosium et le groupe Silver Dust, ce sont des groupes de métal et de rock, hard rock suisse. Nous, on est en Haute-Savoie d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir rencontré ces gens-là. Ils nous ont composé des musiques. C'est vraiment adorable de leur part parce que c'est gratuit. C'est rien que pour nous soutenir. Donc oui, je suis heureux. C'est comme ça, oui. Et en fait, on a la chance, c'est que sur tout ce qui est musique, c'est d'avoir plusieurs compositeurs. Et ça, en fait, nous permet d'avoir un mélange entre de l'orchestral et ce qu'on disait justement du métal à un moment donné. Donc voilà, on a essayé de beaucoup varier. Et on a les musiques d'ambiance, on a énormément de musique d'ambiance, vous l'avez vu sur la vidéo. Mais on a aussi des trucs beaucoup plus punchy, notamment sur les combats de boss.
Le but est, de toute façon, hein, comme ça se fait dans les RPG, d'augmenter la pression. Mais on a la chance d'avoir beaucoup de gens autour. Et c'est vrai que quand on dit oui, nous sommes 5, oui, du studio, mais il y a tous les partenaires autour qui ont énormément participé à la conception. Vas-y, dis-nous. Il y avait aussi un partenaire local de Haute-Savoie. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Ringcatcher. Donc il a une chaîne YouTube. Voilà. Et en fait, c'est Morand. fou. Oui, c'est Julien Morand, son nom complet. C'est fou parce qu'en fait, on a rencontré une personne qui s'appelle Sonia Laden. En fait, c'est une personne qui dessine, voilà, qui chante à ses temps perdus. Et en fait, on la connaissait déjà d'avant à Évian, voilà, qui est près de chez nous. Et en fait, c'est un peu elle qui nous a fait rencontrer un peu Julien. Et ma mère, elle s'est intéressée à sa musique, tout ça. Et donc, on est venu le voir plusieurs fois. Et puis, en quelque sorte, on est devenu un peu, on va dire, amis, hein, parce qu'il nous aide beaucoup. Et du coup, pour les musiques, eh ben, il nous a aussi aidés, parce qu'il y a des musiques de sa création dans le jeu. Et franchement, comme disait JP, on dit qu'on est 5, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens autour, en fait, qui nous aident, même qui nous suivent, même nos propres fans. Enfin, tout le monde, en quelque sorte, il collabore avec nous, il nous aide. C'est vraiment incroyable d'avoir une communauté comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, on a beaucoup de chance. Puis aussi des copains, il y a des gens qui nous ont soutenus. La première fois que j'étais dans les salons, c'est grâce à mon pote Maître Tom, qui est un conteur connu, connu chez nous, hein, pour nous. Et plein de choses. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens. Il y a Damien Bernard, qui est le rétromancien, qui est un copain aussi. Il y a tellement de monde. C'est vrai qu'on a la chance d'être soutenu, pas travailler avec nous, mais c'est ça qu'on veut. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est une communauté. On est bien. D'ailleurs, sur le Facebook, on va donner bientôt la démo à tous les fans de la page. Vous aurez le droit à accès à la démo gratuite et à pouvoir tester à vous-même à la maison, à votre rythme d'ailleurs. J'avais aussi une question parce que je me suis un petit peu renseigné. J'ai vu que le deuxième était disponible sur Steam. Je ne sais pas si le premier également aussi. J'avais justement cette question en fait parce que j'imagine que pour qu'un jeu apparaisse dans Steam, il faut les contacter, il faut voir avec eux. Comment ça s'est passé et est-ce que vous avez eu des difficultés? Comment ça se passe cette phase-là de faire apparaître un jeu sur Steam pour pouvoir le mettre en vente? Alors en fait, la raison pour laquelle le Exactron Quest 1 n'est jamais apparu, c'est simplement parce qu'en fait, sur Steam, vous devez le présenter à un jury. Et c'est que des Anglais, anglophones. Et c'est très difficile en tant que Français et développeur indépendant de présenter aux Anglais un jeu. Donc traduire un jeu totalement en anglais, pour moi c'était une difficulté, hein, voilà. Et du coup il y a un jury, vous le mettez, ils le testent, et ils disent oui ou non. Ils disent non, c'est fini. En plus tu payes 70 €. Voilà. Donc le 1, du coup ça m'a tellement dégoûté, j'ai tombé, j'ai pas mis dessus. Le 2, j'ai passé au jury et comme je l'ai fait vraiment bien personnalisé avec différents scriptages, avec beaucoup de choses, un univers bien complet et surtout, là j'ai rajouté tout ce que j'ai pu. Le 1, ça m'a servi d'exemple à ne pas faire. Et donc le 2, par contre, là j'ai vraiment travaillé. Par exemple, je sais pas, vous prenez un objet, tout coup il y a un pop-up qui arrive avec l'objet qui est dessiné, les musiques. Plus quand tu fais un coup d'épée, là j'ai rajouté les sons. J'ai vraiment développé beaucoup plus le jeu et là il est accepté. C'est pour ça que le 2 il est sur Steam et pas l'autre. Je me permets un petit ajout, c'est que le troisième, on a la chance d'être soutenu. Alors, moi je travaillais déjà avec ces gens-là, toi tu les as contactés par Pixel Art. Pixel Art qui est c'est un peu comme Just for Game ou Pixel Love, ce sont des distributeurs qui prennent beaucoup de jeux indés et qui mettent même des jeux indés en version physique. Donc ce qui nous permet justement d'avoir la sortie qui sera sur PC et d'envisager très fortement, il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de chemin, mais des versions console. Donc c'est Pixel Art qui va nous aider dans l'édition. D'accord. Vas-y, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que papa, il disait pour le jury anglais qu'il fallait une traduction anglaise du jeu. Je tiens à préciser quand même que ma mère et moi, donc celle qui est sur le stand avec Isa, qui est en train de garder le stand, hein. Et en fait, ma mère et moi, en fait, vu qu'on parle plutôt bien anglais quand même, hein, et du coup, on l'a aidé pour la traduction, même pour les corrections d'orthographe française, hein. Et on l'a beaucoup aidé, et puis vraiment
c'est pour ça qu'il a de la chance de nous avoir quand même. Et quand même, hein. Puis voilà, mais franchement, c'est vrai que c'est très compliqué pour lui de parler, surtout d'écrire anglais, mais de parler, il parle plutôt bien anglais quand même. Je tiens à préciser. Where is Brian? In the kitchen. C'est pour. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous donner sur pendant la conception du jeu, des petites histoires un peu insolites ou des petits secrets Je de crois que ma fille, conception? elle veut parler. Et tu peux raconter le dernier mois aussi. Oui, tu m'as fait sûr. Qui commence? Qui commence? Moi, quoi. Ah ouais, il y a vraiment... Vas-y, débrouillez-vous. En fait, vu que ça fait depuis que je suis née qui fait les jeux, voilà. Et en fait, ça arrive des fois le soir. Et en fait, c'était vraiment le soir. Moi, j'avais, 9 ans. Et en fait, j'allais pour me coucher comme d'habitude. Et là, j'arrive pas à dormir. Du coup, comme d'hab, je fais autre chose, tout ça. Et là, il y a ma mère, je l'entends, elle ouvre la porte. Et là, elle est un peu énervée. Parce que voilà, elle a passé une journée pas très facile, tout ça. Et elle descend. Et là, elle dit, hé, chérie, pourquoi t'es pas couché? Et là, papa, il dit, ah non, je finis mon niveau. Et parce que là, moi, je dois le présenter. Et en fait, il était à moitié comme ça, avec les yeux tout ouverts. Et il était complètement en mode ahuri. C'était vraiment... Vraiment, vraiment, ma mère, elle était énervée. Et en fait, il passe des heures et des heures et des heures. Voilà, même la nuit. Voilà, il a arrêté un petit peu parce que, vu son âge, voilà... Il faut bien se lâcher un moment, hein. Ça vient du cœur. Ça vient... Oui, non, mais je l'aime quand même. Quand même. Voilà, petite anecdote, même grande anecdote. Maintenant, je l'ai complètement écrasé. Ça vient du cœur. Hein. Merci à toi. Vas-y, JP. On a eu aussi cette démo, alors que vous pouvez aller voir sur le stand là-bas, donc, qui a été proposée il y a 1 mois et demi. Donc Michael me l'envoie. Déjà, il m'engueule toute la journée parce que je ne l'ai pas téléchargé. Bon, il avait oublié que j'avais un travail à côté. Donc au moment où je la télécharge, je lui ai juste donné mon premier ressenti. Il y avait beaucoup de bonnes choses, mais à un moment, je lui ai dit les combats sont trop nombreux. J'avais pas fini d'écrire ma deuxième phrase qui m'appelle. Il m'a montré tout l'envers du décor, la programmation, mais moi la programmation, j'y comprends rien moi. Donc j'ai fait semblant de comprendre, bon j'ai vu que ça n'a pas marché, et il continue, et il raconte, et il dit bah de toute façon je m'en fous, je change tout, il raccroche. J'ai même pas le temps d'en placer une. Et il m'a balancé dans la nuit la deuxième démo, juste pour m'envoyer 15 messages pour me dire c'est pas téléchargé. Donc je l'ai fait, la deuxième quand je lui ai dit ouais mais là il y a un bug, je me suis encore fait engueuler. Donc là, et donc du coup la démo on est à la version 6. Hein, c'est parce 6.2. Parce qu'on est assez dur avec lui. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet d'atteindre pas mal d'objectifs. Ça va aussi avec moi. On tombe bien. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Ouais. On voit ça, un travail Je vous d'équipe. rassure, Un ouais. travail de... C'est Ouais. bien. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui auraient des questions à poser? Je tente la question en tout cas. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Une question que j'aurais omis de vous poser ou un détail par rapport au oui. jeu que vous souhaitez ajouter sur le développement? Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que c'est un condensé de pop culture, avec quand même une identité propre. C'est ultra référencé, effectivement, mais c'est quand même l'histoire d'une personne, parce que personne ne touche au scénario de Michael, il se démerde. Clairement, c'est son histoire, on la laisse vivre, mais c'est un condensé de plein de choses, donc il y a beaucoup d'expérience derrière, tout en ayant de la nouveauté. Donc c'est pour ça que même nous, on ne connaît pas tout du développement, et heureusement, c'est pour ça qu'il y a des choses que, comme je vous disais tout à l'heure, je découvre avec vous, et j'ai hâte de voir la fin. Voilà, tout simplement, et merci à vous pour votre écoute en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, un dernier petit truc. C'est juste pour dire que du coup, parce que on n'a pas parlé par exemple de l'âge où on pouvait commencer à jouer. Moi je dirais que on peut y jouer depuis petit, peut-être 6 ans, Bon, facile, 6-5 ans. Voilà, à partir de 6 ans par exemple, on peut commencer à jouer jusqu'à l'âge adulte. 99 ans. Voilà, c'est ça, 99 ans comme les boîtes de jeu là. Et comment dire, on peut commencer très jeune et c'est pas non plus très 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 complexe dans l'histoire. C'est du travail, hein. Mais en fait, un jeune peut comprendre comme une personne adulte et on y prend. On a bien vu. Sur le stand qu'on a vu des tout petits et des gens qui étaient plutôt âgés.
Et il s'éclatait complètement. Ouais, c'est Et ça fait vraiment plaisir. On a eu des bons retours, comme des fois des petits trucs à modifier, mais pas grand-chose. Et franchement, voilà, donc n'hésitez pas à passer, parce que là, on est là jusqu'à 18h. Voilà. Et c'est tout. Et la date de sortie? Faut le dire. Alors, Est-ce qu'il y en a une ou pas encore? On a une fenêtre de tir. On a une fenêtre de tir, c'est-à-dire qu'on espère que l'année prochaine, à cette époque-là, on sera en mesure de vous présenter le jeu complet. C'est-à-dire que là, on est encore sur du travail d'équilibrage, on est sur du travail de mixage, on est sur quelques idées qu'on voudrait rajouter, d'autres qu'on voudrait enlever, toutes les corrections, ce qu'on disait, il y a beaucoup de choses. Donc on espère, à la base, on pensait pour cette fin d'année, mais on s'est dit que rien de presse. On préfère vraiment vous présenter quelque chose où il n'y a plus besoin de coups de polish. On va vous présenter quelque chose qui est complet. Donc, à cette époque-ci, si tout se passe bien, ce sera disponible en version complète. Dans tous les cas, on pourra vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et d'autres réseaux sociaux du Studio Plié. Twitter, ok. Instagram. Twitter, Instagram Ouais. et Facebook. N'hésitez pas parce que de toute façon, nous, on a besoin de vous, la communauté, que c'est vous qui nous permettez d'avancer. Parce que, comme on dit, quand on est tout petit, quand on est indépendant, on n'est pas comme les grosses sociétés qui ont un pignon sur rue. Donc nous, on a besoin de vous. Donc venez liker, nous soutenir, nous donner des petits messages, ça nous fait du bien. Puis voilà. N'hésitez pas. Et puis comme je dis, sur Facebook surtout, et sur les réseaux, je mettrai en disponibilité une démo, la même, mais un peu améliorée pour que, vu ce qu'on avait vu, que quand vous ayez l'action dans le jeu, vous puissiez vous amuser dessus aussi. Puis n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, pas de problème. Écoutez, merci à vous, merci Mickaël, merci JP, merci Ambre. Et puis, Merci. on vous dit à bientôt en tout cas. On se dit à tout à l'heure pour une prochaine conférence. Merci encore. Merci à vous.